Non, on est bon. Parfait. Donc on va continuer sur de la mise en place assez concrète de projets bas carbone. Donc on a la chance d'accueillir Nathalie. Tu vas vraiment venir nous parler de ta ferme. Donc tu es installée au sud de Poitiers, dans la Vienne, et de votre installation donc, qui remonte à 2017 et de comment vous avez mis en place des pratiques sur votre ferme, comment vous avez amorcé cette transition. Et puis on a aussi Charlotte. Donc Charlotte, tu représentes Sol Capital, tu es directrice commerciale chez Sol Capital. Vous accompagnez aujourd'hui 1700 fermes dans des programmes carbone en Europe. Et puis nous, à Gotera, on est très content d'être en partenariat avec vous. Justement, on référence ces projets et on vous accompagne justement dans cette dimension financement des projets. Donc d'ailleurs, le projet de Nathalie est référencé sur la plateforme Agotera. Et je crois qu'on fera un petit mot là-dessus, justement. Donc il est 16h, on se donne jusqu'à 16h30 pour se garder le maximum de temps, c'est-à-dire au moins 15 minutes pour vraiment un temps d'échange et de questions-réponses. Voilà, merci beaucoup. Et puis Nathalie. Merci beaucoup Basile. Bonjour à tous. Donc, comme Basile l'a dit, je m'appelle Charlotte Lemaître. Je suis, pour la petite histoire, fille d'agriculteur. J'ai grandi dans une ferme en Picardie. J'ai commencé ma carrière chez Google, puis travaillé dans l'innovation durable avant de passer un bac agricole et de rejoindre les équipes de Sol Capital en décembre dernier. Donc, c'est assez récente dans l'entreprise. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Tomoviak, qui va nous parler, qui va nous partager en fait son expérience d'agricultrice, les défis liés à cette transition et comment les programmes comme celui de Sol Capital peuvent être aussi des accélérateurs dans ce mouvement qu'on essaye tous d'enclencher. Nathalie, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, te présenter, d'où tu viens, quel est ton parcours, et puis après on parlera plus spécifiquement de ton exploitation. On a des petits slides pour appuyer ce discours. Je te laisse la parole. Ok. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais parler avec le pronom nous souvent parce que j'intègre mon mari dans la démarche puisque c'est un projet qu'on a fait à deux. Donc, on est tous les deux ingénieurs agricoles et avant de concrétiser notre installation, on a eu environ 10 ans d'expérience professionnelle antérieure. Moi, plutôt dans l'expertise comptable et lui, plutôt dans l'industrie agroalimentaire avec en toile de fond toujours le projet de s'installer mais aucun support parce qu'on n'a pas de famille directement dans le milieu agricole. Et puis en 2017, on a enfin réussi à concrétiser ce projet. Alors c'est mon mari qui s'est installé. Moi, je ne pouvais pas encore rejoindre parce qu'il manque de place pour faire 2 revenus. C'était encore une entreprise à taille pour un temps plein. Hors cadre familial dans la Vienne, grâce au réseau des champs d'agriculture. Et puis en 2021, l'entreprise a doublé avec la reprise des parts d'un oncle de mon mari. Donc on s'est associés et on a repris une deuxième exploitation à 45 km dans les Deux-Sèvres. Merci beaucoup Nathalie. Donc ouais, comme tu viens de le souligner, en fait, vous n'êtes pas forcément issus au départ du monde agricole tous les deux, même s'il y a ce lien avec cet oncle. Je te propose de regarder un petit peu plus à quoi ressemble votre exploitation et si tu peux dire un mot peut-être aussi sur les difficultés quand on n'est pas forcément issu du monde agricole de s'installer. Voilà. Ok, alors si on présente simplement nos entreprises, donc la première, elle fait 260 hectares donc, dans la Vienne et elle est strictement en grande culture. Et la seconde a une surface de 310 hectares et elle a un atelier d'élevage bovin-viande. Donc on a repris en deuxième. Donc vous avez en toile de fond la photo en haut, c'est celle de la Vienne. La photo en dessous, c'est le corps de ferme des Deux-Sèvres. Donc on est structuré en 2 sociétés, tout simplement par l'historique des reprises. Ce n'était pas un souhait, c'était parce qu'on a fait ça en étapes. Et on compte 2 exploitants, donc mon mari et l'oncle, et 4 salariés dans lesquels je suis. Et en plus de ça, donc pour valoriser nos productions, on a heureusement de l'irrigation. L'eau pour nous, c'est très important. Des installations de séchage et de stockage de nos grains. Voilà, donc les productions en grande culture, nos têtes de rotation sont assez classiques. On va retrouver maïs, colza, blé. Et en toile de fond aussi, bien sûr, du tournesol, des févroles et du sarrasin, suivant les enjeux, les intérêts agronomiques qu'on peut y trouver. Et puis l'élevage bovin également. Et on est dans un contexte changeant. Comme tout agriculteur, on est sur du vivant.
On va avoir une grande diversité de sols. On est sur 2 régions, on est sur des parcelles qui sont parfois éloignées. Donc il faut travailler avec une méthode va marcher à un endroit mais pas à un autre. Il faut toujours s'en mettre en question. Une pluviométrie, tout le monde le sait, qui est extrêmement variable. Donc, je parlais d'irrigation. On a 60% de la sol irrigable. Alors je ne dis pas irrigué mais irrigable, ça permet d'apporter l'eau au bon moment. Mais on est sur des pluviométries, vous voyez cette année par rapport à il y a 2 ans, entre 600 et 1200 mm par an sur l'entreprise. Et également une pression ravageur qui est très variable. Je parle au niveau du site et qui nous oblige à surveiller aussi chacune de nos parcelles distinctement, parce qu'on a remarqué qu'il y avait vraiment des différences en fonction des localités, des bois, des haies, etc. qu'il peut y avoir autour. Et puis, au-delà du contexte, on a aussi repris une entreprise familiale en 2021. Et il faut le souligner, on a du coup l'association avec un oncle, ça fait plus de 10 ans, même plus, qui fait la même chose. Et c'est parfois aussi un frein au changement, d'avoir un regard générationnel dans l'entreprise, qui fait qu'on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Voilà, on ne peut pas innover comme on le souhaite. Et puis c'est bien aussi de limiter la prise de risque. Mais c'est un frein au changement, vers la démarche bas carbone notamment. Et puis aussi, on s'est installé, ça ne s'est pas fait gratuitement, ça a nécessité un endettement personnel, donc aussi une nécessité de dégager un minimum de résultats pour équilibrer. Donc on a un frein à l'investissement pour chercher des techniques innovantes et on recherche avant tout une sécurité économique pour pouvoir vivre de notre métier. Voilà un peu l'état des lieux qui n'est pas toujours positif, mais il faut faire avec. Voilà. Ouais, donc on voit, et je pense que Mathieu l'a bien rappelé tout à l'heure pendant son introduction, à quel point le monde agricole et ton témoignage, Nathalie, montre à quel point porteur de solutions, mais aussi victime. Tu parlais des challenges, des défis que vous rencontrez au niveau notamment pluviométrique, en première ligne face à ces variations climatiques. On comprend aussi à travers ton discours à quel point une ferme, ça reste une entreprise qui doit être rentable et que le défi, il est de taille, il est économique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on est là aussi pour parler d'une démarche de transition environnementale. Je crois que c'était aussi au cœur de votre projet avec ton conjoint quand vous avez repris cette exploitation, de faire différemment. Tu parlais des défis que tu peux rencontrer dans les interactions avec cet oncle pour mettre en place cette transition qui, encore une fois, comme Mathieu le rappelait, c'est un exercice pas à pas. Et du coup, on peut... voilà, si tu peux nous partager un peu les motivations dans cette transition et quels sont les leviers que vous mettez en place. Les leviers sont assez simples, on les retrouvera dans beaucoup d'exploitations agricoles. On n'a rien fait d'exceptionnel en soi. On est même loin d'être les meilleurs dans l'avancée vers la transition bas carbone. Néanmoins, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on a envie de réaliser aussi. Notre motivation, c'est de travailler avec un sol vivant. Donc ça sous-entend de remettre évidemment de la matière organique dans les sols, d'améliorer sa réserve utile et d'améliorer sa fertilité et de réduire notre impact sur l'environnement. Je pense que c'est un souhait de tout le monde, mais d'un autre côté, il faut composer aussi avec la protection des cultures et la qualité de nos rendements, et puis sécuriser notre revenu par rapport à ce que j'ai dit dans la slide précédente. Donc on a des principaux leviers dans lesquels je cite pas encore dans cette slide-là les couverts végétaux, parce que on sait bien que c'est un levier important pour la démarche la transition carbone, mais ça fera l'objet d'une slide suivante parce qu'il y a une technicité et je voulais un peu développer ce point. Mais dans les démarches principales, évidemment, il y a l'apport de matière organique dans les sols. Donc sur la structure dans les Deux-Sèvres, l'élevage est nécessaire pour ça. Heureusement qu'on le maintient et on souhaite bien le maintenir avec toute l'astreinte que ça peut nécessiter au quotidien. Et donc ça nous permet d'apporter 500 tonnes de fumier par an sur nos parcelles. Mais il y a aussi, du coup, dans la ferme de la Vienne, qui, elle, n'avait pas d'apport de matière organique extérieure. On a démarché des plateformes pour pouvoir apporter. Donc, on arrive à apporter 700 tonnes de compost par an. Ce n'est pas beaucoup à l'échelle de ce qu'on pourrait mettre, mais en tout cas, on fait avec ce qu'on a comme ressources locales. Et ça nous permet forcément de remettre notre matière organique dans les sols. Et puis, on sait très bien, quand on regarde les bilans carbone, que le principal émetteur, c'est l'apport d'engrais azotés non organiques. Donc on essaye de le réduire. On sait très bien que c'est notre gros point faible aujourd'hui dans nos structures. Néanmoins, on n'a pas encore activé au mieux tous les leviers. Donc on sait que la régulation est possible, on le pratique, mais pas forcément toujours avec des marches concluantes. La mesure des biomasses, notamment en colza, ça marche très bien.
l'apport d'engrais en fonction de la météo, on essaye d'y mettre la pluie derrière, etc. Mais on fait ce qu'on peut. On est tous confrontés dans notre métier aux mêmes problématiques, je pense. Et puis, on a aussi des projets d'enfouissement, mais qui sont encore à l'échelle du balbutiement. On sait qu'on voudrait bouger vers ces voies-là. Et encore une fois, on a aujourd'hui des freins qui font qu'on prend le temps de le faire. C'est pas simple. Voilà. Ensuite, les légumineuses, donc ça fait écho à l'azote. On essaye de les introduire systématiquement dans nos couverts. On connaît très bien leur levier. Mais quand on regarde notre assolement, les légumineuses sont très marginales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de valorisation. On n'arrive pas à avoir une marge suffisante, ou du moins une productivité suffisante avec une légumineuse. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est des graines de maïs, de blé. C'est ce qui nous assure notre rentabilité. C'est ce qu'on souhaite aussi continuer à faire parce qu'on est conscient que ces cultures ont une vocation nourricière bien plus intéressante que de la févrole, par exemple. Et la févrole, on ne la produit finalement que pour faire nos graines de couverts végétaux. Et donc, on est dans cette démarche-là. Si je peux me permettre juste une petite interaction. Le défi que vous rencontrez sur la valorisation des légumineuses, à notre échelle, chez Sol Capital, on le rencontre aussi, puisque les certificats sont liés à des cultures, et parfois c'est difficile de trouver des personnes dans la filière, à l'autre bout de la chaîne, côté entreprise, qui vont venir soutenir ces légumineuses qui sont pourtant essentielles dans cette transition. Tu rappelais le rôle que les légumineuses jouent sur la diminution de l'apport d'engrais azotés. Enfin voilà, c'est intéressant que tu en parles aussi du point de vue de la valorisation de cette culture. Excuse-moi. Non, mais c'est très bien que tu interagisses, au contraire, pour illustrer. Donc ensuite, on a aussi la simplification du travail du sol. Et encore une fois, on est loin d'être les meilleurs. On n'est pas en semi-direct sur notre exploitation. On n'a pas pris le virage parce que ça nécessitait d'accepter une perte de rendement sur les premières années. Donc on a essayé d'aller vers de la simplification. Ça ne veut pas dire qu'on arrête totalement le labour. Une année comme cet automne, heureusement qu'on a pu labourer quelques hectares pour implanter nos blés, vu la pluviométrie qui est tombée. Donc ce n'est pas une science exacte. On essaye de tendre vers ça, mais on a des éléments extérieurs qui font que on est bien content de pouvoir travailler le sol aussi pour gagner en structure quand il y a urgence, en quelque sorte, puisqu'on veut quand même produire quelque chose sur nos terres. Et puis après, on retrouve le raisonnement des interventions qui est nécessaire aujourd'hui, et au-delà du bilan carbone, c'est aussi la protection de l'environnement, le pilotage de l'irrigation. On a investi sur la programmation des enrouleurs, sur des coupures de canons, etc. Et puis, dans une démarche plutôt de consommation, on va acheter d'occasion, faire vieillir notre matériel, comme une entreprise qui est regardante aussi sur ses charges et puis qui souhaite diminuer ses consommations, quoi. Voilà. Peut-être un zoom particulier que tu voulais apporter sur les couverts végétaux. Oui, c'est pour illustrer les freins qu'on a aujourd'hui sur les couverts, pour que ce soit parlant, parce que les couverts semblent être une très bonne réponse effectivement aux démarches bas carbone, mais nous, à notre échelle de notre exploitation, on sait très bien les faire en interculture longue, entre un blé, un maïs, ça marche très bien et c'est systématique. On va y mettre par exemple févrole, facélie, et on est très, très conscient de ce que ça apporte pour nos sols, et on ne le fait pas que pour des contraintes réglementaires, parce qu'on a compris leur intérêt dans nos systèmes. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, on a encore des problématiques en interculture courte. On est conscient que ça peut être des réponses, notamment sur les fortes périodes de lessivage entre fin d'été, où il y a les premiers orages, les sols sont chauds. Seulement, on a du mal à couvrir nos sols parce que du problème de temps. L'été, excusez-moi, mais il y a l'irrigation, la moisson, les semis de colza, et on voudrait partir un tout petit peu en vacances, donc on reste humain aussi. Et puis aussi, il y a des problématiques, pas que de ça, d'assèchement des sols, parce que quand on veut retravailler le sol derrière, le couvert a asséché en prélevant l'eau qui était dans le sol, donc on n'arrive pas à implanter correctement notre blé. De salissement, on ne peut pas faire de faux semis, donc ça nécessite plus de désherbage chimique. Enfin, donc ce n'est pas un sujet simple, en fait, c'est plutôt pour illustrer ça. On a encore des freins, on réfléchit au semis direct, mais ça aussi, on ne le pratique pas encore, donc pour éviter justement de travailler le sol et de relever les adventices lorsqu'on sème notre couvert, et on n'est pas encore équipé. Et puis le dernier débat, c'est en maïs, parce qu'on a encore des parties sur l'exploitation qui sont en monoculture de maïs depuis une dizaine d'années au moins, donc sous des pivots. On est conscient et on aimerait bien arriver à les couvrir systématiquement, parce qu'on sait que c'est un apport réellement important pour nos sols. On a réussi à avoir des couverts satisfaisants avec des drones, donc on tendrait à développer cette pratique-là. Mais par exemple, cette année à l'automne, impossible de mettre ne serait-ce qu'une roue de tracteur sur les terrains pour implanter comme prévu nos févroles par rapport à la réglementation. Alors heureusement, il y a eu des dérogations, mais nous, on le vit aussi comme une frustration de ne pas réussir à
à mettre des couverts entre les maïs. Donc on a pour projet aussi, et ça c'est sur plusieurs années, de les réassoler, donc effectivement de ne plus avoir de monoculture sur notre exploitation. C'est pas simple, parce que le maïs, c'est la culture qui valorise le mieux l'eau qu'on lui apporte. C'est quand même une merveilleuse pompe à carbone. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Et du coup, on va essayer de la réassoler en fait, simplement en augmentant encore la sole irrigable pour pouvoir systématiquement la faire tourner et implanter des couverts. Ça nécessite un investissement supplémentaire. Donc, on est en train de le faire, mais ça, c'est dans la longueur, quoi. Voilà. Donc, je t'entends bien, Nathalie, on comprend que cette transition... elle est aussi, elle a aussi, voilà, c'est pas facile sur le terrain, même s'il y a cette envie et cet investissement que vous réalisez physiquement, financièrement aussi pour y arriver. Maintenant, il y a des systèmes qui permettent d'enclencher cette démarche, même si cette envie était là aussi déjà avant. L'idée, c'est pas de faire une pub en disant que ces programmes sont la solution miracle pour faire passer à l'échelle l'agriculture régénératrice, mais de rentrer dans concrètement qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans un programme Sol Capital, comment ça enclenche un mouvement et ça vient participer dans une moindre mesure à financer cette transition ou à, au-delà de financer cette transition, récompenser les résultats que vous avez déjà réalisés dans le cadre du programme. Oui, effectivement, on a découvert Sol Capital par notre réseau technique d'agriculteurs. Donc, on a tout de suite été intéressés par cette démarche. On a trouvé qu'elle répondait à notre besoin. On s'est dit qu'on n'avait rien à faire de plus, finalement, que d'adhérer au programme et de donner les informations d'enregistrement qu'on fait actuellement. Donc, ça, en fait, on avait déjà engagé cette transition. Sol Capital a été un plus, en fait, pour y répondre et essayer d'apporter un gain financier pour nous aider à le faire. Donc, on n'a engagé qu'une seule société, celle de la Vienne, pour deux raisons. Dans les Deux-Sèvres, il y a l'élevage et on nous avait dit, lorsqu'on avait contacté Sol Capital, que l'élevage n'était pas forcément bien intégré dans les modèles pour l'instant. Donc on a préféré le mettre de côté. Et puis aussi parce que sur l'autre exploitation, il y a l'historique de l'oncle qui était assez réticent aussi à ces changements. Donc on a préféré n'engager qu'une seule société dans un premier temps. Après, on laisse ouvert les choses pour l'avenir. Donc récolte 2021, c'était notre première année d'engagement et le bilan a dit qu'on était émetteur d'une tonne 7 de CO2, enfin d'équivalent à l'hectare. Alors ça, c'était notre année de témoin. On n'avait pas encore mis en place l'ensemble des mesures que je vous ai citées. 2022, on approche de l'équilibre, mais on n'y est pas encore. Et 2023, on est encore remonté un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des contraintes climatiques. On a dû remettre un peu de labour à certains endroits. Et puis aussi un effet assolement. C'est-à-dire la performance des cultures n'est pas la même. Et du coup, suivant l'assolement qu'on a, on a un bilan qui change d'année en année. Perspectives 2024 sont honnêtement plutôt mauvaises. À l'automne, il a encore fallu labourer pour implanter nos blés. Et puis, on n'a pas pu mettre la quantité de compost souhaitée du fait, une fois de plus, de la pluie qui a freiné les chantiers à l'automne. Voilà. Mais bon, 2025 sera meilleur. En définitive, voilà donc, le type de rendu que peut nous faire Sol Capital sur la plateforme. Et on se situe donc par rapport aux fermes références. Alors, Charlotte t'en dira peut-être plus sur la référence, si elle est nationale ou pas. Elle est régionale. Donc quand un agriculteur rentre dans un programme Sol Capital, donc on réalise le bilan carbone de sa ferme de manière assez... je parle sous ton contrôle, Nathalie, parce que tu as vécu cette session de collecte de données, mais normalement c'est assez limité et ça prend pas trop de temps de faire cette partie-là. Ensuite, il y a une équipe d'agronomes qui est organisée par région, donc pouvoir donner des conseils plutôt locaux. Enfin voilà, on sait à quel point l'agriculture c'est territorial et à quel point si on veut enclencher cette transition, il suffit pas de dire il faut arrêter de labourer ou planter des couverts végétaux. Il faut qu'on aille un cran plus loin dans les conseils qu'on donne aux agriculteurs. Et chaque année, on réeffectue un bilan, des fermes qu'on compare à une baseline qui a été réalisée dans l'entrée dans le programme. Et là, ce qu'on voit, c'est une comparaison par rapport à des autres agriculteurs du programme dans la même région. Ok. Voilà. Donc, au final, on voit qu'on est, on dirait, ni bon ni mauvais. On a une marge de progression énorme, mais voilà, on n'est pas non plus au démarrage, quoi.
c'est encourageant. Après, on a ici, c'est le genre de sortie que nous fait Sol Capital, et ce que je disais tout à l'heure, l'effet assolement qu'il peut y avoir dans le bilan carbone de la ferme, où on trouve le maïs grain qui est à 1,18 émetteur et le tournesol qui a moins 2,6. Alors là, moi, je voulais faire une parenthèse importante. Attention à l'interprétation des données que ça vous donne. On serait tenté de dire, ah bah c'est super, pour faire du bas carbone, on va faire que du tournesol. Ok, tournesol, en fait, c'est très difficile chez nous. On se fait bouffer par les lièvres, les pigeons, les chevreuils. On a là, s'il y a un très bon résultat, c'est parce qu'on a fait un rendement très mauvais, en fait. Et non, mais voilà, et nous on le vit comme un échec. Alors là, on dirait succès, c'est un super bon bilan carbone. Non, en fait, c'est un échec cette culture, et on a beaucoup de mal à la garder sur nos territoires, alors qu'elle a son intérêt agronomique, mais voilà, on a des gros freins. Et le maïs, lui, à l'inverse, vous le vivez comme un échec là, mais en fait, son gros défaut, et pourquoi il a un bilan carbone mauvais, c'est parce qu'il y a un apport d'engrais azotés important. Mais d'un autre côté, ramené au rendement qu'il produit de 11 tonnes hectares, il valorise très bien l'azote qu'on lui apporte. Le problème, ce n'est pas tellement le maïs, c'est comment réduire l'azote d'origine fossile. Et c'est là que nous, on va travailler sur cette démarche-là, plutôt que de tout de suite se dire on va changer complètement notre assolement, parce que c'est dangereux. Et aussi, c'est dangereux pour les filières derrière, où on est conscient que le maïs, c'est la culture la plus produite dans le monde, il me semble. Voilà, donc il ne faut pas se tromper de sujet sur ce graphique-là. Mais il est intéressant quand même. Est-ce que tu veux commenter ces parties-là ? Ça, c'est peut-être plus pour montrer que cette transition, c'est une transition qui s'effectue sur le long terme. C'est plutôt de voir depuis ton entrée dans le programme Sol Capital en 2021, comment en fait cette transition chaque année, elle s'effectue et quels sont les résultats très concrètement qu'on est capable d'avoir au bout d'un an. Notamment, on voit l'impact très fort déjà au bout d'un an sur la partie séquestration que vous avez pu générer dès la première année. Mais comme tu le disais, on travaille avec du vivant, on travaille avec des variables de plus en plus imprévisibles, ce qui montre aussi ce que tu partageais dans cette progression sur la dernière année. Voilà. Les défis que tu partageais. Peut-être, juste pour vous donner une vision, si je m'adresse avant tout au monde de l'entreprise qui est peut-être présent dans la salle, quand vous travaillez avec Sol Capital en partenariat avec Agotera, voici le genre de données auxquelles vous pouvez avoir accès sur la plateforme Agotera des résultats des agriculteurs et des agricultrices de Sol Capital. Donc là, par exemple, vous voyez très concrètement, ce sont les données donc, de la ferme de Nathalie sur l'augmentation de la couverture du sol, comment chaque année cette pratique a évolué. Donc ça, c'est exemple sur la couverture du sol. Sur le sujet de la réduction du travail du sol aussi. Donc voilà, c'est ce niveau de détail et de progression auquel vous pouvez avoir accès. Et sur une autre pratique donnée ici en exemple, sur la réduction de l'apport en engrais azotés d'origine synthétique, avec un détail sur quel est l'engrais organique qui a été utilisé au sein de la ferme. Donc ici, tu en parlais tout à l'heure, du fumier et du compost. Peut-être on s'approche doucement de cette demi-heure ensemble. Peut-être un dernier slide, et je te laisserai la parole là-dessus, Nathalie, pour faire un peu le bilan de ce que ça vous apporte. Aussi peut-être à relativiser, et là de faire appel à vous pour continuer à soutenir ce mouvement. Nathalie, je te laisse. Oui, alors je le disais tout à l'heure, Sol Capital, on s'y est engagé sans réelle contrainte supplémentaire, puisque les données qu'on donne lors de l'audit sont celles qu'on a obligation d'enregistrer dans nos exploitations. Donc c'est rien d'autre que de retransmettre notre traçabilité pour le calcul du bilan carbone. Donc ça ne nécessite pas beaucoup de travail supplémentaire, et ça génère un résultat qui est parlant, qui permet de se situer dans les celles que vous avez vues, qui permet de progresser,
qui semble pertinent, du moins entre la cohérence de mes pratiques et le résultat que ça donne, c'est tout à fait parlant, d'intégrer un réseau et de pouvoir se comparer. Et puis, une grosse déconvenue, moi, que j'ai eue en m'installant dans le milieu agricole, c'est de constater à quel point on pouvait avoir une vision négative de l'agriculture, et ça nous a un peu cassé le moral, je pense que... Voilà. Et du coup, je me suis dit d'intégrer un tel programme, c'est aussi de voir un côté complètement positif de ce que peut apporter l'agriculture dans le défi transition carbone. Il est évident qu'un des premiers leviers, c'est de remettre du carbone dans les sols. Donc je me suis dit, on va y participer et puis contribuer à communiquer positivement sur cette image-là. Après, il s'agit aussi d'adhérer à un programme dans l'idée d'un retour financier via les certificats carbone. Alors là-dessus, nous, on n'y a pas adhéré dans l'attente d'en avoir, parce qu'on était conscient que si on changeait nos pratiques pour aller chercher des certificats, c'était quand même inquiétant. Nous, on voulait changer nos pratiques. On s'est dit, tiens, les certificats pourraient être un plus pour nous aider à les financer. Et quand on met en balance d'ailleurs les coûts, on voit par exemple, j'ai le compost à l'achat et le transport sur la parcelle, c'est 130 € l'hectare, sans compter son coût d'épandage et le temps de travail. Les couverts, c'est à peu près 40 € l'hectare et les semences, sans compter le temps de travail une fois de plus et le semis. Et en face, on a touché 24 € de hectares de certificat carbone. Alors après, voilà, je vous disais, cette démarche, on l'a fait volontairement. On l'a fait parce qu'on a envie de la faire, parce qu'on est conscient des plus que ça nous apporte sur nos systèmes. Et les certificats carbone, c'est le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Et on en est vraiment sur ce constat-là. Donc après, pour aller plus vite dans nos transitions, pour nous accompagner, évidemment, si on a une hausse des certificats carbone et qu'on a une confiance dans l'intérêt de l'agriculture dans cet enjeu-là, on pourra plus facilement y aller, quoi. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Ce graphe, c'est toi qui l'as réalisé avec les données de votre exploitation. Je crois que si en France, on estime à 150 € le coût de la transition à l'hectare. Donc, les démarches comme celles qu'on mène ici sont une partie de la solution. L'enjeu, je pense que c'est de continuer à enclencher ce mouvement. Et ce que ça montre surtout, c'est qu'on a besoin des entreprises. Alors, on a de la chance d'avoir déjà des entreprises qui s'engagent avec nous sur le long terme et qui envoient un signal très positif aux agriculteurs, je pense. Mais c'est que le début de l'histoire et on a besoin de vous pour aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a une petite session de questions-réponses. Merci à toutes les deux. Timing impeccable. Et donc maintenant, on a 15 minutes pour que vous puissiez poser vos questions au sujet de ce qui a été dit. Et puis, je vois qu'il y a une question en première rang, donc c'est parti. Et si vous pouvez répondre ici, c'est parfait. Oui, vous parliez de déconvenus par rapport au regard que portent peut-être certaines personnes, certaines structures sur l'agriculture. Est-ce que vous accepteriez de partager ce qui a pu vous arriver ? Oui, déjà du vandalisme sur nos installations d'irrigation. Ensuite, des commentaires, des plaintes lorsqu'on passe avec le pulvérisateur et qu'on apporte simplement un engrais azoté, mais que par méconnaissance, on ne peut pas s'empêcher de croire qu'on est en train de polluer. Enfin, ce genre de cliché que tout le monde connaît et qu'on subit, enfin vraiment, et c'est très dur. Après, on a la chance, je pense, d'être assez ouvert et de chercher le dialogue, et on a réussi un peu à calmer les esprits sur nos voisins proches. On n'a pas de problème de voisinage proche. Mais on est conscient que dès lors que quelqu'un ne connaît pas, on est tout de suite visé par du négatif, et voilà, si on n'est pas bio, c'est qu'on n'est pas bien. En gros, j'exagère, mais c'est un peu ça, et on y travaille, mais je trouve que c'est long, et il y a encore tellement de choses à faire, quoi. Voilà. Merci. Question là-bas, ici, on va commencer là. Oui, bonjour, Vincent Marchal, AXA Climate. Est-ce que localement, vous avez d'autres contacts avec des acteurs locaux, qui soient privés ou publics, en dehors de Sol Capital, avec lesquels sur lesquels vous pourriez vous appuyer, en tout cas, pour avancer dans cette direction ? Je parlais tout à l'heure de la qualité des eaux. Alors, ce n'est pas directement les démarches bas carbone, mais la qualité des eaux, ça passe pour la couverture des sols. Et on a aujourd'hui un accompagnement fort de la communauté de communes du Grand Poitiers qui nous verse qui, là, cette année, ça va mettre en place, verse des subventions pour nous aider à
à couvrir davantage en interculture courte, ce que je citais tout à l'heure, où on avait du mal à y aller techniquement. Donc il y a des choses qui se passent, mais c'est plutôt dans un enjeu qualité de l'eau sur nos territoires, je crois. Mais c'est en écho avec la démarche bas carbone pour moi. Voilà. Oui, bonjour, Mathieu Baudet, Infravia Capital. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation et en particulier merci pour la forme. Je pense que ça fait du bien d'entendre un peu l'humilité. Enfin, en tout cas, ça nous fait, nous, une leçon d'humilité d'entendre les défis auxquels vous faites face sur le terrain, qu'on n'a, je pense, pas tous conscience. En tout cas, moi, je n'avais pas conscience de très honnêtement, de toutes ces difficultés. Une question sur le coût. Alors, peut-être un peu première simple. Les coûts que vous avez montrés, est-ce que c'est des coûts de transition ou est-ce que ça va être des coûts aussi in fine? Donc, en fait, une comparaison de deux modes d'agriculture différentes. Et est-ce que ces coûts, du coup, comment vous les passez et avec quelles difficultés vous les passez? Alors, les coûts, on les passe forcément avec difficulté. Après, on sait que c'est nécessaire. Les couverts végétaux, on se donne un budget, en fait. On se dit, voilà, pas plus de 40 € l'hectare, et après, on compose notre mélange. D'où l'idée de faire nos févroles nous-mêmes pour réduire le coût d'achat des semences. Donc, on est dans cette démarche de faire par nous-mêmes. Pour le compost, c'est un coût incompressible, mais derrière, on essaye, via le calcul du bilan azoté, évidemment, de réduire notre apport d'azote chimique en contrepartie. Seulement, la matière organique, on sait bien que quand on l'apporte, elle n'est pas libérée immédiatement, l'azote, donc on est obligé encore d'apporter... voilà, c'est un équilibre qui est long à se mettre en place. Le compost, c'est un investissement. Le coût que vous avez, c'est le coût annuel, mais pour moi, c'est aussi de l'investissement pour avoir un sol vivant dans 2-3 ans. Donc, il faut le voir sur plusieurs années. C'est... Après, voilà, je disais le certificat carbone, alors Charlotte t'en dira plus. Moi, c'est le coût que j'ai perçu en trésorerie sur la totalité de l'exploitation. La démarche, il faut peut-être l'avoir sur plus long terme que ça aussi. Voilà. Moi, je suis arrivée sur mon descriptif. Voilà, j'ai pris ma charge opérationnelle, en fait, et j'ai mis à l'hectare. Point. Voilà. Merci, bonjour. Julia Landrieux du cabinet Grivise. Merci pour votre témoignage déjà. Ensuite, j'ai une question. Est-ce que vous travaillez avec un OS, donc un organisme stocker, donc coopérative ou négoce, à qui vous livrez vos productions et avec qui vous avez eu ces discussions-là autour de justement des améliorations de pratiques? Est-ce que vous savez si eux sont engagés ou pas? De ce que je comprends, vous, c'était plutôt une démarche individuelle ou en tout cas personnelle. Donc voilà, ça c'était ma première question. Et la deuxième, je pense qu'elle est partie, mais elle reviendra peut-être plus tard. Alors on n'a pas eu cette discussion parce que déjà on travaille avec plusieurs coopératives et plusieurs OS. On n'est pas affilié à une seule entreprise, malheureusement. Pourquoi? Parce que on fait jouer les coûts, on prend au moins cher et on vend au plus cher. Donc cette démarche, elle est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir y voir clair sur le coût de nos intrants. Donc on maintiendra cette démarche quoi qu'il arrive. Et du coup, comme on n'a pas qu'une seule personne en face, on n'a pas forcément pris le temps de parler de cette démarche. Après, je sais que Sol Capital, justement, eux avaient démarché les OS ou quoi, parce qu'on avait eu un questionnaire dans ce sens-là, pour aller chercher du lien sur le terrain avec ce qu'on fait dans nos démarches. Et j'avais retrouvé dans la liste de Sol Capital des OS avec qui on travaille. Donc il doit y avoir quand même un lien, mais en tout cas, sur le terrain, on n'en a pas parlé. Deuxième question retrouvée, puis après, vous pourrez passer le micro. Et sur la question des indicateurs, dans la première table ronde, dans le grand amphithéâtre, il y avait la question justement de la donnée, etc. Vous, de ce que vous dites, c'est vos déclarations réglementaires. Est-ce que vous seriez prête à aussi devoir générer de nouvelles données, faire des nouvelles mesures sur votre exploitation, ou pour vous, l'ajout de temps serait vraiment une contrainte trop forte pour vous? Et dans ce cas, vous, s'engager dans une démarche comme ça, c'est OK si ça ne demande pas trop d'investissement, notamment en temps ou technique en plus, notamment sur la question de la collecte de données? C'est vrai que c'est une grande question. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même assez cerné par les données, par le contexte réglementaire, etc. Je vois pas trop dans quel sens concrètement est-ce que pour cette démarche carbone, on pourrait avoir plus de données à donner. Mais faudrait, c'est à voir, quoi, en fonction de ce que ça nécessite comme travail en plus et qu'est-ce qu'on peut avoir en plus de l'autre côté. Effectivement, il peut y avoir des choses à faire. Vas-y. Peut-être une question pour vous, du coup. À quel type de données vous pensez ?
Oui. Alors, soit avec capteurs, soit plutôt administrative, on va dire. Et donc, c'était pour savoir si c'était ce genre de données au-delà du déclaratif. Oui, peut-être effectivement, en fait, on n'a pas beaucoup parlé de comment fonctionnait le programme Sol Capital. On a parlé, voilà, ce qui se passe côté agriculteur, peut-être pas assez de ce qui se passe côté entreprise. En gros, donc, quand un agriculteur ou une agricultrice rentre dans le programme Sol Capital, il effectue, on fait le bilan carbone, il y a ces changements de pratiques, des analyses de sol sont réalisées, on fonctionne avec de la modélisation qui va aussi être capable de modéliser les émissions évitées ou séquestrées dans les sols. Ces données sont auditées chaque année par un auditeur indépendant qui s'appelle TÜV Rheinland, qui nous permet de certifier cette donnée et d'émettre des certificats carbone qui sont enregistrés, je vous fais tout le chemin, enregistrés dans un registre qui s'appelle CSA, qui valide aussi l'unicité du certificat. Et ce sont ces certificats carbone qui sont ensuite vendus. 70% du montant des certificats vendus est reversé ensuite aux agriculteurs du programme. Aujourd'hui, 90% de notre chiffre d'affaires est lié à de l'insetting. C'est-à-dire qu'en achetant les certificats Sol Capital, aujourd'hui, une entreprise peut les utiliser dans son scope 3 voilà, en alignement avec les contraintes SBTI des entreprises aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond peut-être un peu à la question sous-jacente derrière cette collecte de données. Donc aujourd'hui, en résumé, les données nécessaires aux entreprises pour pouvoir faire le reporting auquel vous êtes soumis sont là. Marc Bonnet, à la direction de la filière CRC et agriculteur par ailleurs en Creuse sur une ferme de polyculture élevage. Moi, c'est juste une question pour Sol Capital. Est-ce que vous avez des études ou des extrapolations de modèles économiques pour voir à partir de combien d'années, en fait, il y a un retour sur investissement? Vous, j'ai compris, madame, que ça fait quelques années, mais en fonction je dirais, des fermes engagées depuis plus longtemps chez vous et peut-être des extrapolations sur le prix du carbone dans quelques années. Est-ce que vous avez différents scénarios qui disent, voilà, dans ce type de ferme, au bout de 10 ans, 15 ans, il y a un retour sur investissement pour donner, je dirais, de la visibilité? Parce qu'aujourd'hui, on comprend que ceux qui s'engagent, ce sont des personnes convaincues. Pour ceux qui sont moins convaincus, mais qui auraient besoin de cette visibilité, est-ce que vous avez en fait des extrapolations économiques, de dire, voilà, dans 10 ans, 15 ans, en fonction de tel et tel... alors, évidemment, le prix du carbone impacte beaucoup le modèle, mais... Il y a plusieurs sous-questions dans cette question. Et peut-être quelque chose que je voudrais peut-être juste un petit peu corriger dans ce que vous venez de dire sur aujourd'hui, les agriculteurs qui s'engagent sont déjà des agriculteurs convaincus. Alors, on a vu le témoignage de Nathalie. Aujourd'hui, Sol Capital, on accompagne 1600 agriculteurs. On a différentes typologies d'agriculteurs. L'ambition qu'on s'est fixée chez Sol Capital, c'est de régénérer 1 million d'hectares d'ici 2025. Et pour ça, en fait, on a besoin de mettre sur la ligne de départ un maximum d'agriculteurs. Et pour ça aussi, on a besoin de travailler avec des agriculteurs qui ne sont pas forcément convaincus par la démarche, mais qui vont venir pour l'incentive, enfin la motivation financière. Et c'est vraiment ça qu'on martèle aussi dans notre discours chez Sol Capital, c'est que sans engagement financier, sans payer les agriculteurs, cette transition ne peut pas se faire. Ça, c'était mon premier point. Second point, c'est on a réalisé déjà des études d'impact chez Sol Capital. Ce qu'on voit, parce que je sais que c'est aussi des idées qui sont véhiculées, en tout cas dans les agriculteurs qui sont dans notre programme, il n'y a pas de baisse de rendement significative, ou en tout cas qui nous permettrait d'affirmer que la transition vers l'agriculture régénératrice a un impact, génère une baisse de rendement chez les agriculteurs du programme. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra vous partager cette étude. Et après, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut voir de manière assez holistique.
On parle du coût des couverts végétaux, on parle du coût du compost. Évidemment, tout ça, c'est un coût. Aussi, quand on parle de non-labour, Nathalie, je parle sous ton contrôle, ça veut dire qu'on passe aussi moins dans ces champs. Donc, il y a des économies qui se font sur le fuel, par exemple. Donc, il faut aussi avoir la vue sur les économies qui sont réalisées. Et après, je pense que pourquoi aussi on est dans ce mouvement, c'est pour l'impact pour l'environnement, mais c'est aussi un sujet de résilience climatique. Je sais qu'on a nos amis d'AXA Climate qui sont dans la salle, qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Et l'agriculture régénératrice est aussi un moyen d'être plus résilient face aux intempéries climatiques. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut percevoir. Le retour sur l'investissement, en fait, il est là. Et aujourd'hui, si les entreprises s'engagent dans le financement des certificats, et on a la chance d'avoir des entreprises qui s'engagent avec nous jusqu'en 2030 sur des montants extrêmement significatifs. Elles ne le font pas que pour SBTI, elles le font aussi pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, parce que c'est un enjeu, au-delà d'un enjeu RSE environnemental, c'est aussi un enjeu de sécurité alimentaire. Et ça, en fait, c'est ça le vrai retour sur investissement qu'on essaye d'avoir collectivement. Je me suis un peu enflammée, mais voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions là. Bonjour, question pour Nathalie, Erwan de Barry, Écosystème. Quand vous avez fait le choix de transitionner, on change de système de culture, du coup on prend des risques. Est-ce que vous vous êtes formé? Et si oui, comment? Et quels sont les outils que vous avez utilisés pour justement mener cette transition? Est-ce qu'on s'est formé? Alors, je dirais que ça a commencé avec mon mari qui a eu une expérience sur du semi-direct, mais c'est pas de la formation, c'est juste de la connaissance, de la curiosité, et puis avec tout ce qui est technique culturelle simplifiée, d'aller dans les réunions de formation. Mais après, ce que je vous disais au début, c'est qu'on est sur du vivant, on est sur du contexte différent. Ce qu'on va voir chez le voisin, notamment on a fait des visites d'autres exploitations sur d'autres régions, qui a l'air super et de bien fonctionner, va pas forcément fonctionner chez nous. C'est toute la difficulté de la mise en place. C'est pour ça qu'on est long aussi à le mettre en place et qu'on n'a pas révolutionné notre système entre 2017, l'installation, et aujourd'hui. On y va doucement, on y va avec peut-être trop de prudence, mais on n'a pas envie de perdre quand même notre revenu de base. Donc on se forme un peu sur le tas et avec principalement l'échange avec les autres agriculteurs, parce que c'est par l'échange qu'on arrive à s'enrichir, puisqu'il n'y a pas vraiment une solution chez nous, mais il y a peut-être plusieurs combinaisons de facteurs en réfléchissant, en regardant ce qui se passe à côté, etc., qui peuvent marcher, quoi. Mais c'est comme ça, on y va un peu, c'est le métier d'agriculteur, quoi. On y va un peu au ressenti, au feeling, et puis on prend des décisions, on ne sait jamais si ce sont les bonnes, on essaye de faire de notre mieux. Donc on marche plus comme ça, on va dire, que par une formation où on déroule la méthode, et puis c'est super simple, on y va, quoi. Voilà. Une autre question ici. Plus pour Soil Capital, la question. Dans vos objectifs, vous avez dit qu'il y avait 1 million d'hectares que vous voulez régénérer. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de préserver des hectares qui seraient déjà bien, on va dire, traités par les agriculteurs, ou ça passe totalement hors du scope parce que ça ne rentre pas dans la crédit label carbone, quoi? Excellente question. Parce que je pense que c'est aussi une des spécificités du programme Sol Capital, c'est de pouvoir inclure dans notre programme ce que nous, on va appeler les pionniers de l'agriculture régénératrice, et de pouvoir calculer, alors selon une méthodologie qui est vraiment... on est sur une norme, on n'est pas dans le label bas carbone, on est sur une norme 14064-2, si vous voulez toutes les précisions, qui nous permet, avec un calcul avec une double baseline, de pouvoir rémunérer les agriculteurs qui étaient déjà dans une démarche d'agriculture régénératrice, qui sont en fait, on a des agriculteurs dans notre programme qui sont déjà net stockeurs et qui sont rémunérés pour le maintien de ces bonnes pratiques. Parfait, on a encore le temps pour une ou deux questions. Elles seront toutes les deux dans le même coin, c'est parfait. Lady first.
Bonjour, Pauline Durand de CEPOL. J'ai une question. Vous venez de parler du coup de la norme de calcul de sol capital. Donc, j'avais une question sur la mesure du carbone dans le sol. On voit aujourd'hui il y a plein de méthodologies différentes. Il y a celle du label bas carbone, il y a celle des crédits, enfin des standards internationaux de crédit carbone, il y a celle développée par des acteurs individuels comme Soil Capital. Aujourd'hui, quel type de mesures ont été faites sur votre exploitation ? Est-ce que c'est que de la modélisation ou est-ce qu'on a des mesures faites à des intervalles réguliers, par exemple, pour attester les chiffres qui sont montrés ? Excellente question. Merci. Dans le programme Sol Capital, en fait, on a deux types de moyens de mesurer en fait, les résultats réalisés par les agriculteurs du programme. Alors déjà, on a de la mesure physique, puisque pour rentrer dans le programme Sol Capital, on demande une analyse de sol. Ensuite, on fonctionne avec deux types de modélisation. Le Cool Farm Tool, que certains d'entre vous doivent connaître, qui nous permet de calculer les émissions évitées liées au changement de pratique. Et pour la partie séquestration, on travaille avec Rigro et plus particulièrement leur modèle d'INDC sur la partie pour le calcul des séquestrations, de la séquestration. Et voilà, Sol Capital, c'est quelque chose de très très important, c'est la robustesse de notre programme. Et on est en permanence en train de s'interroger sur la robustesse de celui-ci. C'est pour ça que récemment, on a transitionné. Avant, pour jargonner un peu, on était uniquement sur le Cool Farm Tool. Et en fait, on a décidé de travailler avec Rigro et DNDC parce que en fait, ça nous a semblé plus sérieux pour le calcul de la séquestration carbone. Voilà. Et dans le cadre de Rigro, pour aller jusqu'au bout de cette réponse, il y a du remote sensing satellitaire qui permet de valider notamment sur les couverts végétaux si ça a été réalisé. Et ce sera mon dernier point, ces données sont auditées chaque année par un organisme indépendant. Donc qu'est-ce que c'est un audit ? Ça veut dire qu'il y a 100 agriculteurs de notre programme qui vont vraiment être passés à la moulinette de l'audit avec facture à l'appui sur le montant des engrais chimiques qu'ils auront mis et qui attestent du coup de la qualité des données par extrapolation à l'ensemble des agriculteurs du programme. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Pardon, Pascal Chapeau de Nestlé. Une question pour Nathalie. Et avant la question, merci et bravo. Vraiment bravo. Avec le recul et en pensant filière, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous aiderait ? De quoi vous auriez besoin pour aller plus vite ou pour le faire mieux ? De quoi vous auriez besoin ? Ça, c'est ma première question. Et le corollaire, c'est... Donc vous êtes déjà pionnière, convaincue, mais pour aller embarquer des agriculteurs qui ne seraient pas déjà convaincus, quels sont les éléments clés, les ingrédients du succès ? Pas facile comme question. Je dirais déjà pour la partie ce qui nous aiderait, c'était ça la première partie. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est l'image de l'agriculture. Vraiment, si on avait plus confiance en nous, personnellement c'est mon vécu, j'aurais plus confiance à me dire j'essaye d'améliorer mon système positivement. Et après, il y a le soutien financier, forcément. Après, il ne faut pas s'appuyer que sur ça, puisque on a le mérite de chercher toujours à être indépendant des aides et du soutien. Donc, on essaye, quand on fait quelque chose, de retourner sur investissement. Donc, on n'attend pas forcément, nous, à notre échelle, plus de soutien financier, quoique quand on voit le coût du compost à l'hectare, disons que moi, ce serait plutôt à l'échelle vraiment globale. Par exemple, je parlais du compost, c'est une galère pour aller en chercher. Aujourd'hui, s'il y avait des filières qui valorisaient vraiment bien les biodéchets et qui nous permettaient de les réapporter à moindre coût sur nos parcelles, ce serait miraculeux. Mais ça, c'est compliqué. On a eu du mal à trouver du compost près de chez nous. Et rien que ça, c'est des choses vers lesquelles, si on arrive à progresser, ce serait super, quoi. Ce serait un moyen facile de remettre du carbone dans nos sols. Voilà, je pensais à cet élément-là, par exemple. Et la deuxième partie de la question, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, pour encourager les autres, ouais.
J'ai envie de dire c'est facile de dire qu'il y en a qui s'y intéressent pas. Je pense qu'on a tous nos freins au changement, comme j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas nier que le système d'avant fonctionnait. Et donc, c'est compliqué d'expliquer à un oncle, notamment, quand ça fait 20 ans qu'il fait la même chose et que ça marche très bien, que nous, on va changer les choses et que ça va marcher mieux. C'est pas vrai. On fait juste mieux pour l'environnement et on essaye de faire aussi bien en termes de rendement et de qualité des grains. Donc, c'est plutôt... je dirais une ouverture par l'échange, par les groupes auxquels on adhère. Je n'aurais pas de vraie réponse à ça. J'ai l'impression que ça change. Moi, quand je vois les voisins, quand je vois on y est tous venus dans les dernières années à se poser ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps aussi. Et puis, les premiers vont donner un peu l'exemple aussi. C'est comme ça que ça marche. J'espère. Voilà. Une touche d'espoir pour terminer, ça fait plaisir. On arrive à la fin de cet atelier et donc vous avez 10 minutes pour transiter vers la dernière conférence que vous avez choisie. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez plus tard.